Avec vous dans le 10h midi et nous commentons l'actualité entre 11h et midi comme tous les jours avec aujourd'hui Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour Valérie. Bonjour. Geneviève Gotzinger. Bonjour, présidente de l'agence Image. Et merci d'être avec nous et nous attendons Nathalie Cohen qui travaille dans la finance. Voilà, vos coups de cœur, vos coups de gueule, c'est dans un instant. Nous allons revenir sur ces 43 djihadistes qui vont sortir de prison en 2020. Que peut-on en faire ? Faut-il les placer en rétention, comme le réclame Guillaume Larrivé ? La France a-t-elle les moyens d'y faire face ? Hier, le procureur de spécial antiterroriste disait qu'on n'était pas du tout équipé aujourd'hui pour faire face à la sortie de ces djihadistes. On va reparler du coronavirus. Est-ce que vous croyez en la transparence totale ? Quelles sont les mesures ? Est-ce que les mesures mises en place sont suffisantes ? Et puis, revenir sur un article qui est paru dans Le Monde. Macron peut-il perdre dès le premier tour en 2022 ? Ça tombe bien que Frédéric Dabi soit avec nous. En tout cas, c'est l'une des inquiétudes de l'entourage du président de la République. Alors, commençons avec vos coups de gueule, vos coups de cœur. Geneviève Gotzinger. Oui, Nicole Belloubet qui pourrait être nommée à la tête de la Cour des comptes. Ce type de recyclage discrédite totalement ses instigateurs. Alors, on a échoué au gouvernement. Ouais. On a multiplié les gaffes. C'est plus que des gaffes. Sur Mila, c'est à mes yeux plus qu'une gaffe. C'est vraiment une incompétence. Une vision de la laïcité qui est un petit peu à côté de la plaque, à côté de ce qui est vraiment notre République. Et pour s'en débarrasser, en fait, pas la récompenser, mais pour s'en débarrasser, on va lui offrir un très beau point de chute. Ouais. La Cour des comptes aujourd'hui, et notamment avec Didier Migaud, c'est devenu une institution réellement indépendante. Ouais. Et Nicolas Sarkozy avait nommé un opposant politique, un socialiste, tout à fait. Donc elle a été une mauvaise garde des Sceaux, elle a accumulé les impairs, et on envisage de la récompenser. Voilà. Et voilà, c'est proprement sidérant. C'est ce qui circule. Vous en pensez quoi, Nicolas Corato ? Moi, je pense beaucoup à Pierre Moscovici dans ces moments douloureux, parce que il y en a un autre à qui on avait promis la Cour des comptes et qui l'attend. Il a fait une petite gaffe. Voilà, mais effectivement, je vous rejoins, que ce soit pour Pierre Moscovici ou pour Nicole Belloubet, on voit bien qu'une institution aussi importante que la Cour des comptes est aujourd'hui livrée finalement à des ambitions purement politiciennes, alors que c'est une institution fondamentale dans notre République. Et qu'effectivement, il y avait eu, dans les années passées, un effort pour qu'il y ait une alternance dans cette institution et pour que cette institution soit un vrai contre-pouvoir, ce qu'elle est aujourd'hui. Et on peut craindre, au-delà du recyclage, aussi la perte d'influence de cette institution dont on a besoin au quotidien. On le voit bien dans des sujets comme Aéroport de Paris, dans des sujets comme la réforme des retraites. La Cour des comptes donne de la voix et parfois une voix discordante par rapport au pouvoir en place. Et là, ce serait effectivement une voix qui risque d'être un peu bénie, un peu aux ordres. Frédéric, un coup de gueule. Oui, c'est un petit coup de gueule. C'est l'arrêt de l'émission Faites entrer l'accusé, 20 ans après sa création. Alors moi, je suis passionné de faits divers. J'avais fait mon mémoire sur l'exploitation politique du crime de Patrick Henry. Il y a une passion en France pour les faits divers. Moi, ce que j'aimais, c'est pas la première émission judiciaire. On se souvient du Glaive et la Balance sur M6 il y a une trentaine d'années avec Charles Villeneuve. C'est le format de cette émission. C'est la philosophie de cette émission qu'a présenté d'abord Christophe Ondelat et puis Frédéric Lantieri. Absolument. C'est la durée. Une heure et demie face à l'urgence, la dictature de l'urgence sur les chaînes d'infos, sur les réseaux sociaux. C'est l'idée d'être dans une logique de raison versus une logique d'émotion face à des crimes bien sûr sordides, sur des affaires extrêmement dures. Et puis, l'idée de comprendre. L'idée de compréhension. J'ai toujours en tête les derniers mots de François Mitterrand lorsque il rend hommage, il fait l'éloge funèbre de Pierre Bérégovoy le 5 ou le 6 mai 93. Je cherche à comprendre. Et cette émission, face à des crimes atroces, face à des affaires sordides, face à des affaires aussi qui reflétaient un peu l'époque, permettait de chercher à comprendre. Et donc ça va être rediffusé sur RMC Story. C'est pas non plus une catastrophe, mais c'est dommage. Et il y aura des nouveaux épisodes de tournée. Le concept a été racheté, mais c'est vrai que c'était quand même une émission de référence et qui honorait le service public. Oui, et puis qu'il y avait un autre avantage, c'est qu'elle faisait beaucoup de pédagogie sur ce qu'est la procédure pénale en France. Loin de ce qu'on nous véhicule avec les feuilletons américains où on voit des magistrats avec des maillets tapés sur leur estrade. Mais c'était intéressant parce que ça dévoilait aussi le
le travail des enquêteurs, des avocats, des magistrats, des juges d'instruction. Et il y a peu d'émissions qui se livrent à ce. Nicolas, vous, c'est un coup de cœur? Moi, c'est un coup de cœur. J'avais envie de parler du spectacle vivant, c'est-à-dire du théâtre, de la chanson, des concerts. Alors, c'est une activité qui vit un peu difficilement ces derniers temps parce qu'il y a des grèves, parce que c'est compliqué de venir à Paris ou dans les grandes villes pour assister à des spectacles. Et ça coûte cher aussi. Voilà, et puis je voulais passer un petit mot, peut-être un petit message à vos auditeurs. Allez au théâtre, allez au concert, nous entendons... oui, coronavirus, machin, etc. Ouais, donc, ça va pas aider les choses. Non, mais ce que je veux dire, c'est que un jour, on va tous mourir, mais il y a pire que mourir. Il y a mourir idiot ou mourir triste. Et le théâtre, le spectacle, ça permet d'être un peu moins idiot, d'être un peu plus gai parfois. Et je pense qu'on a une offre en France, une offre culturelle magnifique. Il faut en profiter, il faut y aller. Emmenez vos enfants au spectacle et au théâtre. Et écoutez un peu moins les gens qui vous affolent à la radio et à la télé. C'est pas le cas ici, si on n'affole personne. Pas du tout. Mais voilà, profitez de ce don de ces artistes qui n'attendent que vous et qui cherchent parfois pour certains désespérément du public. Oui, mais c'est vrai qu'il y a aussi une question de finances. Parfois, les spectacles sont très chers et qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui du superflu. Les livres, c'est pareil. L'édition souffre énormément parce que 20 € dans un livre, c'est cher. Si je parle des gens qui sont en banlieue parisienne, mais il y a un très beau spectacle actuellement au Théâtre des Amandiers de Joël Pomera qui s'appelle Contes et légendes. C'est un spectacle pour les moins de 15 ans. La place est à 8 €. Voilà, c'est un spectacle de 3 heures de théâtre. Il y a des théâtres publics aussi qui sont pratiquement moins chers que les cinémas. Oui, mais c'est vrai. Brigitte nous dit, vu le prix d'une place de théâtre ou de cinéma ou de concert, c'est vrai qu'il y a des places et que certains, c'est ce que nous avait dit Bruno Gassio quand il était venu, font des efforts, avaient mis sa pièce à 8 €. Donc oui, il faut peut-être casser cette idée reçue d'un spectacle. Et puis il n'y a pas de petits spectacles. On n'est pas obligé d'aller voir des spectacles de gens qui passent à la télé ou qui sont effectivement beaucoup plus chers. Il y a des spectacles avec des artistes inconnus entre guillemets, mais qui sont d'une qualité phénoménale. Et rien que d'être dans une salle de spectacle, ça change un peu la vie. Ouais, c'est un bon coup de cœur. On attend que Nathalie arrive, mais elle voulait revenir sur le livre Le maire et les barbares d'Ève Seftel, journaliste à l'AFP, qui accuse le parti centriste et Jean-Christophe Lagarde d'avoir pactisé avec des islamistes pour faire tomber un bastion communiste qui était Bobigny en Seine-Saint-Denis. Et c'est vrai que c'est une enquête assez incroyable. Je crois qu'André Berkoff doit la recevoir vendredi. Et il y a le cas de Linda Benakouche. Alors, elle est la compagne de Jean-Christophe Soumdou. Alors, qui est Jean-Christophe Soumdou ? Écoutez, c'est le numéro 2 du gang des barbares, à l'origine de l'enlèvement et du meurtre d'Ilan Halimi en 2006. Elle a eu 2 enfants en prison avec lui et elle a elle-même un passé assez lourd. Elle s'est retrouvée sur l'affiche du candidat UDI en 2014. Voilée, absolument. Et elle est encore là. Le député Jean-Christophe Lagarde a-t-il financé son association ? Pourquoi est-ce qu'on la retrouve aujourd'hui comme chargée de mission à la mairie ? Pourquoi est-ce que 6 ans après, elle est toujours là malgré un rapport de la Chambre régionale des comptes et la préfecture qui, par 3 fois, a saisi le tribunal pour faire casser son contrat ? Beaucoup de questions qui sont posées dans ce livre et c'est vrai qu'on peut s'interroger. Non ? Un commentaire ? On peut s'interroger d'une manière plus générale. Alors effectivement, sur Bobigny, c'est clair, mais sur cette espèce de communautarisme, de clientélisme, qui consiste finalement pour certains édiles à démissionner dans leurs responsabilités et abandonner des pans entiers uniquement pour s'assurer une réélection. Oui, mais enfin, en s'achetant la pègre, en s'achetant la racaille, en s'achetant des barbus, en s'achetant. Alors, Jean-Christophe Lagarde nie, dit que c'est faux, alors il accuse que la meilleure défense, c'est évidemment d'accuser l'attaque, et il dit que la journaliste est corrompue, qu'elle est proche de son opposant, qu'elle a eu un logement, enfin, à la limite. Peu importe, les faits sont là. C'est-à-dire que cette Linda Benakouche, elle est toujours là. Et on se demande pourquoi, effectivement, elle n'est pas licenciée. Frédéric Dabi, vous avez vu j'ai vu des interviews J'ai lu l'article du Point qui était particulièrement frappant. Alors, je ne vais pas commenter une affaire en cours. Je crois que M. Lagarde a porté plainte. Je suis pas sûr qu'il ait porté plainte encore. Il a dit qu'il porterait plainte. Il l'a annoncé, en tout cas. En tout cas, il y en a beaucoup qui annoncent qu'ils vont porter plainte et qui ne le font pas. En tout cas, qui portent plainte et qui retirent leur plainte. C'est une affaire absolument gravissime. Alors, je vais essayer de la ramener sur un terrain politique. Pourquoi ce type de choses est possible ? C'est parce que dans ces villes, il y a une abstention massive. Et on peut gagner dans une ville de 100 000 habitants
en s'assurant les voix de 5 à 6 000 personnes. Vous vous rappelez, c'était un de mes coups de gueule d'il y a quelques semaines sur l'abstention, la grande absente de la campagne des élections municipales. On parle du concours de beauté, on parle de tel ou tel candidat ou candidat de tel ou tel parachutage, notamment à Paris. On ne parle pas du fléau français, c'est-à-dire cette part de Français qui votent de moins en moins. Et aux élections municipales, je dirais le poison de l'abstention s'immisce. Il y avait 31% d'abstention en 2001, presque 39% dans les villes de plus de 10 000 habitants en 2014. Pour balayer ce clientélisme, c'est un vote massif qui permettra, si je puis dire, de remettre les choses à plat. En tout cas, cette affaire est extrêmement grave et on ne peut pas. L'image de l'UDI et l'image de M. Lagarde est très fortement entachée. Il ne peut pas ne pas réagir sur le terrain judiciaire. Et puis que fait cette personne encore à la mairie? Je me le demande. Non, je me le demande. Nicolas Corato. Si vous allez, ce qui est intéressant dans ce livre que je n'ai pas lu, mais comme on en a parlé juste avant l'émission, j'ai un peu regardé, c'est la théorie que la banlieue rouge est devenue la banlieue verte. C'est-à-dire que finalement, on a récupéré les mairies communistes avec du clientélisme. Et d'ailleurs, c'est un mouvement qui touche pas que l'UDI. Vous allez voir les mairies socialistes. Et Frédéric a tout à fait raison. C'est des mairies qui vivent sur une forte abstention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je caricature, mais dans des temps anciens, on disait que les élus communistes faisaient sortir l'électorat populaire les jours de vote pour aller les faire voter massivement. Ce qu'on remarque dans certaines autres nouvelles mairies, dans ces mêmes banlieues, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on dit aux gens ne sortez pas voter. C'est-à-dire, laissez-nous gérer la ville. On va faire voter 20% de nos clients. Vous ne sortez pas de vos quartiers. Et on s'assure que les gens ne sortent pas de leur quartier pour aller voter. C'est un suffrage censitaire. C'est un vrai suffrage censitaire qui tient par le clientélisme. Et encore une fois, on parle de Bobigny, on peut parler de Sarcelles, on peut parler de plein d'autres villes, on peut parler de Garges-les-Gonesse qui est tenue par LR. C'est-à-dire que vous avez Garges-les-Gonesse, LR, Sarcelles, PS, Bobigny, UDI, et on va trouver à peu près les mêmes schémas politiques. Donc ça n'est pas une question de parti politique, c'est une question de culture, c'est une question de génération d'élus locaux. Depuis 20 ans, on gère ces communes en banlieue parisienne et ailleurs sur un fondement de clientélisme, et par le clientélisme, et effectivement ça aboutit au désordre qu'on connaît aujourd'hui, et au fait que bon nombre de ces communes, mais ne sont plus administrables autrement que par cette culture du communautarisme et du clientélisme. C'est quoi la solution? Certains avaient même suggéré à l'époque, à part la tutelle préfectorale, il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions, puisque concrètement, politiquement, les choses sont complètement figées. C'est-à-dire que tant que les quartiers ne vont pas voter, tant que les citoyens de ces mairies ne vont plus voter, ces systèmes-là vont perdurer et il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement l'apanage de l'Île-de-France. Jean-Michel Blanquer, le week-end dernier, a courageusement cité Maubeuge et Roubaix comme des villes où la loi de la République ne s'applique plus tout à fait. Enfin, les mots ont un sens, c'est particulièrement grave. C'est vrai que les tutelles préfectorales... ce sont des solutions possibles. Et il y a aujourd'hui des maires salafistes qui peuvent être élus, de ce que vous savez dans les sondages. On a vu que Garges-les-Gonesse était cité et qu'il y a de l'entrisme sur cette liste avec des gens qui se posent... Il y a des listes communautaristes et communautaires. Il y en avait eu également en 2014, par exemple à Saint-Fond, dans la banlieue lyonnaise, où la situation est particulièrement compliquée. Oui, on parle beaucoup comme liste emblématique de Garges-les-Gonesse. Ça reste heureusement un phénomène très très limité, mais c'est un signal faible qu'il faut écouter. Garges-les-Gonesse, c'est quand même la créature qui échappe à son créateur. C'est-à-dire qu'à un moment... mais les salafistes, excusez-moi du mot, les salafistes sont un peu les idiots utiles des politiques locaux qui les utilisent pour garder le pouvoir ou pour le conquérir. À Garges-les-Gonesse, finalement, leur créature leur a échappé. Et finalement, est devenu un concurrent politique. Mais je pense qu'on est dans quelque chose d'assez marginal, d'assez exceptionnel, puisque malheureusement, il s'agit d'un système. C'est-à-dire que les élus locaux travaillent avec les communautés pour conquérir ou conserver leur pouvoir. Donc on rappelle qu'à la mairie, il y a de Bobigny, il y a cette femme, Linda Benakouche, qui est la compagne d'un des meurtriers de Ilan Halimi, du gang des barbares, et qu'elle-même a été condamnée pour des violences, qui a eu des injonctions. Et pourquoi elle est en mairie? Moi je pose la question, je voudrais bien que Jean-Christophe Lagarde nous réponde sur le sujet. L'article du Point raconte comment... Pour pouvoir sortir de prison après un tel crime, il faut pouvoir présenter un dossier, je laisse le spécialiste en parler, mais de réhabilitation ou un dossier d'intégration. Et on voit comment la ville de Bobigny a grandement aidé ce monsieur qui est quand même complice d'un des crimes qui a le plus choqué et horrifié les Français ces 15 dernières années. Allez, on se retrouve dans un instant. On continue de commenter l'actualité avec vous.
À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. À midi, vous retrouverez André Berkoff. Nous parlons donc de ces 43 djihadistes qui vont sortir de prison en 2020. Est-ce qu'il faut les placer en rétention? C'est ce que réclame Guillaume Larrivé. Hier, le procureur antiterroriste lui-même disait qu'on n'était pas forcément très bien équipé aujourd'hui. Les djihadistes qui sont libérés alors, font l'objet d'une double mesure, un contrôle judiciaire qui fait qu'ils sont pris en charge à leur sortie. Il y a des mesures administratives de surveillance, mais est-ce que c'est suffisant avec des individus comme cela? Début janvier, le premier djihadiste français condamné à son retour de Syrie, Flavien Moreau, a été libéré. Il avait été copé en novembre 2014 de 7 ans de prison ferme et il est suivi désormais dans le cadre d'une surveillance judiciaire. Donc, est-ce que la récidive est certaine? Est-ce que ce sont des délinquants ou des criminels comme les autres? Certaines, non, mais est-ce qu'on peut prendre le risque, en fait? Est-ce que la société a le droit de prendre le risque de les relâcher dans la nature? Elle existe, cette rétention, elle existe pour les crimes sexuels. Est-ce qu'un crime sexuel, c'est plus ou moins grave qu'un acte terroriste? Oui. Est-ce que des actes de pédophilie en Syrie, c'est moins grave? C'est plus grave? Est-ce que c'est plus grave qu'une attaque au couteau sur le London Bridge, par exemple? Voilà. Je sais pas, c'est comment? Je sais pas. Est-ce que on se souvient quand même par exemple du père Hamel, Saint-Étienne-du-Rouvray? C'était quelqu'un qui était sorti, qui était pas réhabilité évidemment, mais qui était contrôlé théoriquement et qui est repassé à l'acte. Ouais. Après, c'est compliqué parce qu'on est dans un état de droit, donc effectivement, il faut qu'on reste dans un état de droit. Ouais. Donc il y a un équilibre quand même à trouver entre ce respect de nos valeurs, de notre état de droit. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à trouver? C'est une nouvelle forme de criminalité avec un endoctrinement, avec une déradicalisation dont on voit bien qu'elle n'est pas possible. Donc comment on fait, Nicolas Corato? Oui, c'est un sujet compliqué. D'abord, il est tellement compliqué qu'il explique aussi une partie de la doctrine de l'État français qui ne voulait pas, et qui ne veut toujours pas d'ailleurs, que les djihadistes reviennent de terrain des opérations, parce que une fois qu'on les a intégrés dans l'état de droit, effectivement, se posent un certain nombre de questions comme celle-là qui sont difficilement conciliables avec les valeurs républicaines. Ces personnes-là ont été condamnées, il faut le dire, à de lourdes peines. Alors, on peut en penser ce qu'on veut, mais ce sont des lourdes peines. 7 ans, c'est pas beaucoup. Mais non, mais il faut voir pourquoi il a été condamné à 7 ans. Il y en a d'autres qui ont été condamnés à plus. Il y a des gens qui ont simplement dit qu'ils voulaient peut-être y aller et qui se sont retrouvés 3-4 ans en prison ferme. Donc, on a une sévérité des magistrats et je pense que les sujets judiciaires ont été bien traités. Ces gens ont purgé leur peine. Le droit français s'applique, ils ressortent. Après, il y a des moyens aujourd'hui qui sont prévus par la loi, qui sont tout à fait suffisants pour continuer à surveiller ces personnes, y compris en violant une partie de leur droit à la vie privée. Ça, la loi le permet. On a des moyens intrusifs qui sont permis par l'État. Donc, le sujet législatif, le sujet juridique, à mon avis, c'est pas vraiment le sujet sur lequel on doit être. Le sujet, c'est est-ce qu'on a les moyens matériels, est-ce qu'on a les moyens humains de suivre tous ces gens qui vont sortir de prison. En termes de renseignement. En termes de renseignement, en termes d'enquête policière, en termes de suivi policier, en termes de suivi y compris social. Parce que la difficulté, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces gens-là qui sortent de prison? Comment vous vous réinsérez socialement? Je sais que c'est pas la priorité, je dirais, immédiate quand on pense à ce sujet-là. Mais s'ils reviennent dans leur milieu initial, s'ils reviennent... Moi, j'ai pas envie que ces gens-là deviennent des prosélytes ou apprennent une fois sortis, ou rentrent une fois sortis dans de nouveaux réseaux. Donc qu'est-ce qu'on en fait, y compris socialement? Et tout ça, ça se travaille, et tout ça, ça coûte de l'argent, et tout ça, c'est des hommes et des femmes, des fonctionnaires français, qui doivent être au travail là-dessus. On peut les mettre en rétention. Et aujourd'hui, on n'a pas l'arsenal juridique pour le faire. On pourrait imaginer les mettre en rétention, mais une fois que vous les avez mis en rétention, il y a toujours un moment où vous allez les laisser sortir. On ne va pas les mettre en rétention toute leur vie. Ça n'existe pas. On ne va pas créer, enfin, je ne pense pas que ce soit l'usage dans ce pays, un Guantanamo à la française. Et je rappelle que Guantanamo, à un moment, ça s'est terminé, qu'on a relâché les gens de chez Guantanamo. Et quand on les a relâchés, ils sont sortis bien pire. Et on voit ce que ça a donné. Ils sont allés en Irak, ils sont allés en Syrie. Et ça a donné Daesh. Donc, il y a un moment où il faut aussi qu'on se dise qu'avec les moyens qu'on a, les moyens juridiques qu'on a, il faut qu'on mette le paquet en termes de sécurité, de force de sécurité derrière, pour suivre ces personnes et les surveiller. Parce que la loi le permet. La loi permet de les surveiller, leurs conversations téléphoniques, de surveiller leurs conversations par email, de les surveiller sur les réseaux sociaux, et de les surveiller, y compris physiquement. Oui, voilà. Ça, c'est de la théorie. La pratique. Nathalie Cohen nous a rejoint. Nathalie, bonjour. Bonjour à tous, pardon pour le retard. Juste sur le sujet, en fait,
Moi, je me demande si on n'avait pas plus intérêt à alors enlever la nationalité française, comme l'a fait le Danemark, par exemple. Ils n'en ont pas toujours d'autres, hein. Ils n'en ont pas toujours d'autres. Nationalité. Ils peuvent n'avoir que la nationalité française. Vous créez des apatrides, en fait. Alors, en fait, c'est ce qu'a fait le Danemark, en tout cas. Non, mais le Danemark n'est pas forcément un exemple. Je dis pas que c'est un exemple, mais c'est vrai que des apatrides. Le Danemark, en fait, a décidé de retirer la nationalité à tous les djihadistes qui étaient partis en Syrie. Et en fait... Voilà, je pense que pour moi c'était une issue. Non mais pardon, qu'est-ce que ça résout de retirer la nationalité? Le fait, c'est qu'on n'aurait pas ce problème de savoir si on doit les faire revenir, on doit les mettre en rétention, on doit les surveiller. Il y en a beaucoup qui ont été emprisonnés, qui ne sont jamais allés sur le terrain d'opération en Syrie. Il y en a beaucoup qui ont été. Certes, en France. Ils sont emprisonnés en France. Donc qu'ils soient français ou étrangers, ils sont dans nos prisons françaises. Donc, je vois pas en quoi ça résout le problème de les rendre apatrides en réalité. Pour ceux qui sont là-bas. Pour ceux qui sont là-bas, oui, je parlais pour ceux qui étaient sur place. Mais ceux qui sont en prison et qui vont sortir, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai du mal à parler après Nicolas, qui a expliqué ça de manière très très claire. C'est vrai que l'opinion... Il y a une autre donnée, c'est la pression de l'opinion publique. Quand on interroge les Français sur notre indicateur de la menace terroriste, celle-ci est encore extrêmement élevée. Contrairement à ce qu'on dit, les Français ont soutenu massivement le projet de François Hollande et de Manuel Valls en 2016, début 2016, de déchéance de nationalité, y compris à gauche. Et on est toujours sur une logique de répression. Maintenant, est-ce qu'on est sur une logique à la Javert, si je puis dire, qui sait que ces personnes ne seront jamais réhabilitées et il faut toujours les mettre en prison? On n'a plus la Guyane, mais c'est vrai que ce sont des sujets, par rapport à ce que je disais au début de notre échange sur l'émotion versus la raison, on est sur de l'émotion pure, et c'est vrai que l'opinion est particulièrement sévère. Oui, mais il y a du concret aussi, on va y revenir, mais hier, Jean-François Ricard s'exprimait, juge antiterroriste, en disant les textes en matière de surveillance judiciaire sont calqués sur ceux des délinquants sexuels pour qui l'évaluation est faite par un psychiatre. Alors justement, un terroriste n'est pas un malade mental, mais un individu qui a fait des choix idéologiques, politiques et religieux. Il dit, je ne crois pas non plus qu'une commission pluridisciplinaire d'experts soit pertinente. Il s'agit moins de juger de la dangerosité, notion relevant davantage de la psychiatrie, que des risques de récidive. Et là, c'est compliqué, on laisse les magistrats se débrouiller avec ça. On y revient dans un instant, 0826 300, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, avec aujourd'hui Geneviève Gotzinger, Nicolas Corato, également Frédéric Dabi et Nathalie Cohen. Nous parlions, donc j'évoquais Jean-François Ricard, le procureur national antiterroriste, qui exprimait ses craintes quant au suivi de ces djihadistes qui vont sortir de prison en 2020. 43, c'est ce qu'a annoncé la ministre de la Justice. Comment faire? Est-ce qu'il faut, comme les criminels sexuels, on voit Guy Georges, effectivement, il y a un auditeur qui nous dit qu'il lui est maintenu en prison et qu'il ne sortira jamais. Est-ce que ces gens-là ne doivent pas sortir? C'est du cas par cas également aussi, Frédéric Dabi. Justement, seulement un petit point, il y a eu un article la semaine dernière qui disait que Guy Georges et Patrice Salègre et un troisième serial killer sont libérables en 2020. Donc, oui, ils sont libérables. Je pense qu'ils ne sortiront pas, bien sûr. Mais soyons prudents là-dessus. Mais en tout cas, il y a une question à laquelle la société est confrontée aujourd'hui et à laquelle, visiblement, on n'a pas de réponse aujourd'hui. Moi, je ne sais pas quel moyen, en fait, maître, vous parliez de les surveiller. Je ne suis pas avocat. Mais vous parliez de les surveiller, etc. Parfait, mais c'est vrai que en termes de moyens financiers, c'est énorme. C'est énorme. On ne peut pas mettre un type derrière chaque djihadiste, le surveiller. Et d'autres le font. On ne peut pas non plus affronter un nouveau Bataclan, un nouveau Charlie, un nouveau petit Cambodge. On a quand même la mémoire courte. Il y a un moment où il faut quand même se souvenir de ce qu'on a vécu, de ce que collectivement on a éprouvé. Mais là-dessus, vous prêchez une convaincue. C'est juste le fait de dire... ou alors, il faut vraiment mettre les moyens en place. Mais aujourd'hui, elles n'y sont pas. Je reviens, lisez cette interview de Jean-François Ricard qui est intéressante parce qu'il dit les choses telles qu'elles sont. Il explique que la loi de 2016 a réduit les crédits de réduction de peine pour les terroristes. Or, la durée des surveillances après les peines est calculée là-dessus. Ça signifie en gros que l'État, en l'état, ces surveillances sont réduites. Donc, il dit qu'il faut trouver un mécanisme qui permette des mesures adéquates de surveillance adapté à ce risque de récidive. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas l'infrastructure. Vraie question et vrai problème inquiétant aujourd'hui. Il faut qu'on mette les moyens dans la justice française. En termes de budget par habitant, la France se classe au même niveau que la Bulgarie en Europe. Donc ça interroge quand même. C'est-à-dire que
Bon, c'est vrai quand on a un divorce, mais c'est vrai aussi quand il s'agit de traiter le terrorisme. C'est-à-dire que on a une justice, on a la justice qu'on mérite. On a 7 milliards d'euros aujourd'hui de budget justice en France, c'est rien. 7 milliards d'euros, c'est quelques échangeurs d'autoroutes. Hein. Et 40 milliards. Et donc là-dedans, il y a cette responsabilité que vous disiez effectivement énorme de prévoir peut-être le prochain ou d'empêcher le prochain Bataclan. Voilà avec quoi on travaille. Et d'un autre côté, vous avez des services de renseignement et de police dont on sait aujourd'hui qu'ils sont à l'os. Parce qu'on les mobilise. Tout est à l'os dans ce pays. Alors pardonnez-moi, on est quand même super endettés. Tout est à l'os. On parle de la santé, c'est à l'os. On parle de la justice, c'est à l'os. On parle de la police, c'est à l'os. On dit que l'éducation est à l'os. Mais où est l'argent? Non mais justement, peut-être la réponse. Je sais pas. Moi, je vais vous dire dans la flat tax, dans l'ISF, mais ce sont des réponses un peu faciles. Non mais en tout cas, cet échange il est absolument intéressant parce qu'il est très révélateur de ce que nous disent les Français dans les raisons de la colère. Dans les raisons de l'inquiétude et du pessimisme français, qui est un pessimisme non pas pour soi, mais un pessimisme de projection pour ses enfants, c'est justement la situation des grandes institutions, l'hôpital, l'armée, l'école, la justice. Alors, on parle beaucoup de la crise de confiance entre les Français et les forces de police, mais une enquête extrêmement récente faite pour l'Express montrait que la confiance à l'égard de la police a certes diminué, mais elle est 20 points au-dessus de la confiance à l'égard de la justice. Et la question financière des moyens est particulièrement centrale, je pense. Bien sûr, évidemment. On a des auditeurs en ligne avec nous. Abdelhak, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour sur Radio. Bonjour. Je voulais vous remercier une fois de plus pour la liberté et l'indépendance qu'il y a vraiment sur votre radio. C'est assez rare. Pourquoi on n'a rien dit de spécial, si? Non, mais il y a le peuple qui peut s'exprimer chez vous, ce qui n'est pas le cas sur beaucoup de radios en France. Voilà. Bon, allez-y, voilà, alors dites que... Voilà, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que faut comprendre, faut se mettre aussi à ma place. Je suis né ici, en France, on est fiers d'être français, mais vraiment super fiers, comme 99% des musulmans. Voilà, on a fait l'école ici, on nous a aidés à nous élever. Voilà, j'ai payé ma maison, j'ai fait plein de choses ici. C'est un pays extraordinaire, magique. Et nous, on a honte quand on nous parle de terrorisme et tout. On en pleure quelque chose. C'est des gens qui détestent la religion et qui aiment pas les gens. C'est des malades mentaux. Nous, quand vous nous parlez de ces 43 personnes, même au Maroc, le pays de mes origines, on les déteste profondément. C'est des gens qui ont fait croire au monde que la religion musulmane et l'islam, c'était ça. Mais l'islam, c'est l'amour et le partage. C'est vraiment que ça, c'est l'amour et le partage. L'islam, c'est aussi la petite sœur de la Bible. On a la même religion, c'est le même Dieu pour ceux qui croient. Et si vous voulez, et ces 43 dont on parle qui reviennent de Syrie, ils ont pris un risque. Moi, aujourd'hui, j'ai préféré travailler, gagner ma vie, pour payer ma maison, pour faire des crédits, pour avoir des droits, pour élever mes enfants. Eux, ils ont choisi d'aller se donner une espèce de situation. Ils sont rentrés dans une situation de débile, de mental, qui va jusqu'à tuer les gens, et de faire croire au monde entier que c'est au nom de la religion, alors que la religion, elle te déteste parce qu'elle n'a rien à voir avec toi, le gros malade mental que c'est. Donc, les gens font l'amalgame en France entre la religion et les terroristes. Non, les terroristes, c'est à part, c'est des malades mentaux à part. Et nous, on a honte de ces gens-là. Et la solution, alors que je suis quelqu'un de très modéré, je suis passé plusieurs fois chez vous, je pense que sur les sujets, vous me considérez comme quelqu'un de très modéré. Mais là, ils n'ont pas le droit. Moi, j'ai pas pris le risque de vendre de la drogue ou de braquer une banque. Parce que je sais qu'à un moment ou un autre, je pourrais pas dormir, je pourrais pas vivre et je finirai en prison. Ils ont pris le risque et ils ont fait un choix. Donc on en fait quoi? Donc on en fait quoi pour vous, Abdelhak, de ces gens-là? C'est prison tout court. Je suis désolé, je déteste la prison parce qu'on détruit les gens. Mais eux, ils ont détruit des vies. Ils détruisent des parties de la société avec des gens qui nous détestent lors des élections, qui ont toujours ces images-là. Ils traumatisent des pays en entier. Ils traumatisent mes enfants. Ils traumatisent tout le monde. Ils n'ont rien à faire dans notre société, ils sont dangereux pour la société. À un moment, ils ont fait des choix. Ils ont fait un choix, ils l'assument jusqu'au bout. Donc c'est complètement fou et débile. Et nous, les musulmans, en première place, on a honte et on veut surtout pas de ces personnes-là. Voilà, on veut que la confusion s'arrête. On est fiers d'être ici, on embrasse la France tous les jours. Je suis désolé. Mais... Non, mais on entend, et je sais que c'est très très difficile pour un certain nombre de... On pleure à chaque fois qu'il y a un attentat, on pleure. Les gens se retrouvent dans la mosquée, on pleure de honte, on a honte. Non, mais on vous entend.
Il te permet de voter, il te permet tout ce pays, on te soigne, tout se passe bien, on te demande juste de bosser, de faire ton travail de citoyen, et t'as des gros débiles à côté qui confondent tout, qui détruisent tout. Ouais. Voilà, mon fils, il est blond avec les yeux verts, il se fait traiter de sale arabe dans un petit village à cause de ces saloperies, vous comprenez? Ouais, non, mais c'est vrai que c'est l'autre aspect des choses qui est douloureux pour un très grand nombre de musulmans aujourd'hui en France qui évidemment vivent leur religion de façon totalement apaisée et chez eux, et que être identifié à ces gens-là, tout aussi victimes du terrorisme que les autres Français. Merci beaucoup Abdelhak de votre témoignage. Guy également souhaitait témoigner. Bonjour Guy. Oui, bonjour et merci. J'ai pris l'émission. L'émission un petit peu en cours, mais bon, je ne connais pas le nom de vos intervenants, mais c'est comme d'habitude toujours très intéressant. Merci. Et les débats sont enrichissants. Alors, j'en reviens donc à la question, que faut-il faire? Déjà, le pouvoir politique, il y a une volonté. Où on décide de faire les choses comme on doit les faire, ça coûtera ce que ça coûtera, mais peu importe. Il suffit de rassurer la population. Il faut donner confiance. Ouais. Alors, pour ces gens-là qui seront peut-être jamais récupérables, ou récupérables en partie, peu importe, il faut que ces gens-là puissent construire leur temple. Je m'explique. Il faut qu'on les amène quelque part, alors soit en France si on a la place, ou alors, comme je disais à l'opérateur qui m'a reçu, construire. On a de la place en Guyane. Alors, je lui disais, on va pas réouvrir Cayenne, mais il faut que ces gens-là construisent leur temple et qui, à la sueur de leur front, sachent ce qu'est le travail. Ouais, c'est le bagne. Si c'est le bagne, on réouvre le bagne. Ouais. Vous savez, on peut utiliser d'autres mots que le bagne. Oui, mais c'est une forme de prison à vie, quoi. Je pense que c'est ce que vous suggérez et ce que beaucoup de nos auditeurs pensent également, mais c'est vrai que c'est un sujet extrêmement compliqué et complexe. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous, auditeurs de Sud Radio. À tout de suite. Débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Hier, un article du Monde nous apprenait que l'entourage d'Emmanuel Macron commence à s'inquiéter pour la présidentielle et les stratèges autour de lui n'hésitent pas à envisager une élimination dès le premier tour du chef de l'État qui cristallise un certain nombre de mécontentements. Frédéric Dabi, est-ce que c'est un petit peu tôt peut-être, mais d'une manière générale, est-ce qu'il y a aujourd'hui cette tendance? Alors bien sûr, je n'ai pas la réponse. On sait très bien ce qu'est qu'un sondage d'intention de vote. Il n'est en rien prédictif d'un résultat qui interviendra dans 25 mois, puisque avril 2022, 26 mois même. 26. C'est vrai qu'à la même époque, en 2015, on était sur la réitération du duel Sarkozy-Hollande. On se souvient comment ça s'est terminé. Il y a 3 ans, avant 2017, Emmanuel Macron était inconnu enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio par 3/4 des Français. Donc, ce type de conjecture, je ne veux pas m'y intéresser. En revanche, ce qui est très très intéressant, c'est le fait qu'Emmanuel Macron a un socle qui tient pas mal. Notre enquête IFOP JDD de dimanche, qui a été un peu éclipsée par l'enquête fiduciale Sud Radio sur Paris, montre que il y a un tiers de Français plutôt appartenant aux classes aisées, âgées, sympathisants de droite, sympathisants d'En Marche, cette sainte alliance que j'appelle En Marche, LR, est plutôt sur une logique de soutien à Emmanuel Macron à travers 2 dimensions, la distinction par rapport aux prédécesseurs et surtout la transformation du pays. Si ce socle ne s'érode pas, on peut dire qu'une élimination au premier tour apparaît peu probable. Maintenant, Emmanuel Macron sera-t-il candidat? Le précédent François Hollande, personne ne peut le dire. Quelle sera l'offre électorale dans 2 ans? Personne ne peut le dire. Donc on est sur un sujet par rapport auquel une forte prudence. Oui, mais l'inquiétude, alors après si on est sur l'aspect politique, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des interrogations aujourd'hui le fait que dans l'entourage, entre guillemets, vous me direz qu'il y ait monsieur ou madame entourage, que cela sorte, ça traduit aussi peut-être une logique de dramatisation 2 ans avant l'élection, un peu comme ce qui a été fait il n'y a pas longtemps au municipal sur ces 40 villes qui passeraient au Rassemblement National, villes qui, entre parenthèses, dans certaines, il n'y a pas de liste Rassemblement National. Cannes, par exemple, c'était un document d'En Marche qui avait été repris dans le journal du dimanche, mais ça en dit donc aussi peut-être sur une certaine fébrilité dans le cadre de ces élections municipales, et là on peut être sûr qu'ils vont être très très mauvaises pour la République En Marche. Oui. Réaction, Nicolas?
Oui, non, d'abord, c'est effectivement toujours intéressant de voir les entourages sans s'inquiéter anonymement dans les médias. On se demande à qui profite la fuite. Pourquoi est-ce qu'ils auraient intérêt de s'inquiéter dans les médias? Surtout pas dans n'importe quel média, c'est-à-dire que ça se passe dans le monde. C'est-à-dire que on est entre soi, quoi. Enfin, on est dans la famille, donc on voit bien que certains ont intérêt à communiquer. Il y a, moi, je mets pas les choses en parallèle, mais il y a quand même un frottement très fort en haut de l'exécutif entre le Premier ministre et Emmanuel Macron, et cette crainte peut-être d'Emmanuel Macron de voir arriver un nouveau leader à droite, parce que c'est le grand risque qu'il prend avec sa stratégie de pousser Marine Le Pen au second tour et d'avoir une seule place face à elle, mais une place qu'il imagine systématiquement gagnante. Enfin, c'est une stratégie qui peut être très perdante. Elle peut être perdante, y compris si effectivement sur son socle de droite dont tu parlais, Frédéric, à un moment se reconstitue une candidature qui n'est pas celle d'Emmanuel Macron, mais qui est bien plus traditionnelle, voire même bien plus légitime pour cet électorat que celle d'Emmanuel Macron. Et il y a un homme qui fait peur, je pense, à Emmanuel Macron, en tout cas à ses conseillers, il s'appelle Édouard Philippe. Et Édouard Philippe, il est dans une situation compliquée politiquement, mais d'une certaine manière beaucoup plus simple que le président de la République, parce que quelle que soit l'issue de la réforme des retraites, quelle que soit l'issue des municipales, qu'il reste ou qu'il parte, il a des chances. Il a des chances d'être un recours. Il n'a pas aujourd'hui verbalisé la moindre ambition, mais en tout cas, les conseillers de l'Élysée regardent cet homme de droite, qui s'est toujours dit homme de droite, qui a une vraie légitimité à droite, comme un possible concurrent. Et c'est vrai que la réorganisation de la droite pourrait se faire autrement qu'autour d'Emmanuel Macron. Mais il a dit d'ailleurs au Salon de l'Agriculture, je suis là pour je ne sais pas combien de temps encore. Donc, c'est ça. Excusez-moi. Non, pas de souci. Moi, je suis un peu sceptique. Je suis un peu sceptique sur Édouard Philippe. Vous pensez que c'est peut-être un candidat légitime de la droite? Je suis pas forcément très convaincu. Aujourd'hui, je pense plutôt où effectivement quelqu'un sortira du lot et quelqu'un effectivement émergera de ce qu'on a malheureusement de cette gabegie qu'on connaît aujourd'hui à droite, ou alors voilà, effectivement ça sera le duel Macron-Le Pen. Moi, je pense que s'il y a un candidat de la droite qui émerge, effectivement, je ne crois pas en Édouard Philippe comme futur candidat de la droite. Je crois que ce sera quelqu'un qui n'aura pas travaillé avec Emmanuel Macron. Parce que quelque part, Édouard Philippe portera quand même le bilan de la présidence d'Emmanuel Macron. Et donc, cette droite peut se reconstruire. Quand est-ce qu'il s'en va ? Oui, enfin, il portera quand même la réforme des retraites, il portera la gestion des gilets jaunes, il portera un certain nombre de choses quand même. Il aura quand même été Premier ministre à minima 3 ans, ce qui n'est pas rien sur le quinquennat. Donc je crois plutôt en une reconstruction de la droite, si elle doit se produire, autour d'une personnalité différente, qui peut être au choix, il y en a combien? Il y en a 2, il n'y en a pas 40, il y en a 2, il y a François Baroin et Xavier Bertrand. Voilà. Et effectivement, pour Xavier Bertrand, ça dépendra aussi de sa capacité à conserver l'année prochaine la région des Hauts-de-France. Oui, donc ça c'est... Et c'est très ouvert, mais a priori, il a quand même une implantation de terrain, il a une image aussi qui s'est profondément modifiée ces derniers mois du fait de sa gestion de sa région, très très proche du terrain. Qui peut être plutôt positif pour lui, à condition de la conserver. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais c'est vrai que l'article hier était interpellant de voir que le chef de l'État, enfin en tout cas son entourage, s'interroge quand même sur la popularité. Alors il prend des points, je crois, j'ai vu dans un sondage. Il a gagné 2 points, et puis on est vraiment très loin de l'échéance présidentielle. Moi, on oublie quand même, on enjambe peut-être trop facilement l'échéance municipale. Qu'est-ce qui se passera le 15 mars au soir? La comptabilisation qui sera faite dans les villes de plus de 9-10 000 habitants par ministère de l'Intérieur montrera sans doute que La République En Marche n'est pas en tête des forces politiques comme à la présidentielle, elle n'est pas 2e comme aux élections européennes, elle peut très bien être 4e ou 5e, et ça ne pourra pas avoir d'effet politique. Maintenant, tout ça c'est lié à la tectonique des plaques depuis le Big Bang de 2017. À gauche, il y a un espace, compte tenu de la droitisation de la politique menée par l'exécutif, mais il n'y a pas d'incarnation pour le moment. Ségolène Royal, Bernard Cazeneuve, Yannick Jadot, soutenu par le PS, personne ne peut le dire. Christiane Taubira, pourquoi pas. À droite, il y a, ça a été très bien dit par Geneviève, des personnalités, le Premier ministre, comme a dit Nicolas, les Xavier Bertrand, François Baroin, voire Valérie Pécresse, mais l'échéance régionale est très très importante. Mais l'espace, du fait de cette atout droite et Édouard Philippe, est quand même pour l'instant très très encombré et très réduit. Dans notre enquête IFOP-JDD, il y a une majorité, une petite majorité de sympathisants LR, en tout cas d'électeurs Fillon, qui se disent
satisfait d'Édouard Philippe. 42% satisfait d'Emmanuel Macron. On n'est pas dans une opposition très forte là-dessus. Ouais. On dit quelques mots quand même sur le 49.3. Alors on a Pierre en ligne. Bonjour Pierre, vous vouliez réagir? Bonjour. Bonjour. Oui, je disais qu'au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Tant qu'il n'y a pas de candidat en face, c'est sûr que Macron a toutes les chances de s'en sortir. Oui, mais alors comment vous expliquez cette inquiétude de son entourage? Parce qu'effectivement, pour l'instant... moi, je pense que Philippe Édouard a toutes les chances de l'emporter s'il se présentait, sachant qu'il représente une droite molle, et que du coup, comme en face, on n'a que des droites excessives, évidemment, c'est le seul qui pourrait éventuellement remporter l'élection. Mais je crois que surtout, ce qui lui est favorable à Macron, c'est Agnès Buzyn, qui aujourd'hui va redorer l'image de Macron. Et peut-être qu'elle risque d'emporter cette élection à Paris. Et là, ça risque de changer la donne, en effet, parce que si elle gagne l'élection, je pense que ça peut être très porteur pour 2022. Oui, écoutez, merci Pierre d'être intervenu. Il y a du boulot, il y a encore du boulot. Là, elle a commencé il y a 3 jours. Une campagne en 3 semaines, pourquoi pas. Mais il y a un effet, mais est-ce qu'il n'y a pas toujours, j'ai envie de poser la question à Frédéric, est-ce qu'il n'y a pas toujours un effet quand on rentre en campagne comme ça? Mais est-ce que l'effet est appelé à durer pendant 3 semaines? Il n'y a pas eu le moindre effet Griveaux. Il commence dans notre premier sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et le JDD. Il commence à produire des effets. En avril 18, il commence à 32%. Et il n'y a jamais eu d'effet dans son entrée officielle en campagne après sa désignation. Au contraire. Non, mais un effet quand il y a un électrochoc. Je veux dire, un effet quand il y a un choc. Compte tenu du côté absolument inédit de ce qui est survenu il y a une dizaine de jours. Le seul précédent qu'on peut associer, c'est le retrait de Philippe Séguin il y a 20 ans, aux élections européennes, 2 mois avant le vote. Oui, il y a eu un électrochoc. Maintenant, il y a aussi la question de l'atterrissage, de la maîtrise des enjeux parisiens, du bilan d'Agnès Buzyn, qui est quand même très contestée au ministère de la Santé. Dans une enquête, dans une élection qui va être bien sûr locale, Paris est une des rares villes où une dimension nationale peut jouer. Peut jouer. Et là, à son profit, ou peut-être à son détriment dans le cas d'un vote sanction. Moi j'ai une petite question que je vous pose à tous. Si vous aviez dû choisir un candidat à investir pour Paris, l'AREM, vous auriez pris qui? Moi, on m'aurait pas sollicité sur la question. Moi, j'aurais pris très clairement la maire du 9e arrondissement, qui est une élue de terrain, et qui est Delphine Burkli, qui est absolument formidable. Voilà, j'aurais choisi un déficit de notoriété. Très fort déficit de notoriété. Il y avait vraiment le choix. Il y avait une alternative, soit quelqu'un d'extérieur apparaît une figure nationale, soit, comme vous le dites, un élu ou une élue locale, un ticket Burkli-Majoubi, Burkli-Bournazel, mais ni Delphine Burkli, ni Pierre-Yves Bournazel n'appartiennent à La République En Marche. Non, Jean-Michel Blanquer. Oui, c'était aussi une figure. On avait évoqué Édouard Philippe aussi. Je ne suis pas monomaniaque dans le cabinet du Premier ministre, mais quand l'affaire Griveaux est arrivée, il menait déjà campagne. Mais Blanquer, moi je l'aurais. Enfin, c'est mon ministre peut-être favori de ce gouvernement. Oui, mais après, effectivement, il est tellement bon dans le gouvernement que c'est peut-être un des seuls. Vous sous-entendez que Mme Buzyn n'était pas bonne dans son ministère? Non, il faut être honnête, elle a un bilan pas très... Oui, mais en tout cas, elle a pris 4 points, Frédéric. Oui, elle a pris 4 points, elle passe de 15 à 19%. 15, c'était Benjamin Griveaux, mais rappelons que le score d'Emmanuel Macron à Paris, c'est quand même 34,8% en 2017. Aux européennes, c'était il n'y a pas longtemps, c'était plus de 33%. Oui, et puis rappelons toujours le mode de scrutin parisien, quand même. Ça se joue arrondissement par arrondissement. Et voilà, ça c'est essentiel. Donc tous les sondages que vous faites au niveau parisien donnent une indication, mais c'est pas positif. Exactement. Un mot sur le 49.3. Est-ce qu'il va y aller ou il ne va pas y aller? Nathalie, vous pensez qu'il y a d'autres solutions que le 49.3? Je suis désespérée de voir ces amendements successifs de la France insoumise, que produit la France insoumise au quotidien, comme une espèce de tombereau, c'est surréaliste. C'est pas récent, ils l'ont déjà fait par le passé, et en désespoir de cause... La seule solution, maintenant, avant les municipales, c'est... ça sera ça. C'est la seule alternative. Non, mais moi, je ne suis pas désespéré de voir des députés faire leur boulot de député. Est-ce que c'est leur boulot de changer annuellement par chaque année le débat. Ça a été fait. Il n'y a pas de débat, justement. Pourquoi ils le font? Parce qu'il n'y a pas de débat. Pourquoi est-ce qu'ils font de l'obstruction, ce que vous appelez de l'obstruction? Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de temps de débat. Il n'y a pas eu de temps de débat avant. Il n'y en a pas pendant. Et s'il y a le 49.3, il y en aura encore moins. La réalité de ce qui se passe, c'est que cette réforme est absolument improvisée,
très mal préparé, y compris techniquement, y compris juridiquement, le Conseil d'État l'a dit, et que ce qui se passe en débat là, à l'Assemblée nationale, c'est une véritable boucherie, pardon de l'expression, pour le groupe majoritaire. Qu'effectivement, on voit des députés qui ne sont pas à même d'apporter les réponses, un ministre qui ne cesse de renvoyer aux ordonnances et qui maintenant renvoie à des missions d'information parlementaire pour savoir un peu plus quel sera l'impact de la loi, une étude d'impact qui fait 1000 pages, mais qui est indigente comme rarement une étude d'impact l'aura été. Ils auraient pu en faire 3 pages, ça aurait été la même chose. Donc le gouvernement s'est piégé à son propre jeu. Il avait le choix du calendrier, il avait le choix de la méthode, il avait le choix des porteurs, il avait toutes les armes et ils se sont mis dans une impasse. Et on ne peut pas reprocher à la France Insoumise, mais pas que, aux Républicains, au Parti Socialiste, de faire leur travail d'opposition avec le peu de pouvoir qui leur reste. C'est-à-dire, mais du coup, on ne peut pas reprocher non plus à la majorité. Donc on ne peut pas reprocher non plus à la majorité et au gouvernement d'utiliser le 49.3 pour si on peut leur reposer, parce que le 49.3, ça sert quand vous avez une majorité qui est mise à mal politiquement dans l'hémicycle. Jamais depuis la Ve République, on a eu un groupe majoritaire aussi puissant. Le 49.3, c'est un acte où vous mettez en cause la responsabilité de votre gouvernement parce que vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas sûr d'avoir la majorité sur un vote. Mais là, il n'y a aucune incertitude. La République en marche, elle a la majorité sur ce vote. Est-ce que c'est pas en fait, le 49.3 sert simplement à tuer le débat. Oui. Ou à l'éviter. Le débat, il dure depuis des semaines et des semaines. C'est pas mal je pense qu'il y a un enjeu d'opinion qui est infiniment plus faible sur le 49.3 parce que ce pouvoir a tellement l'image d'un pouvoir vertical qui passe en force, même ça lui procure aussi des avantages chez ses soutiens, qu'on n'est pas sur la logique de surprise qui avait présidé au moment de la loi Macron en 2015. Maintenant, c'est vrai que, ce que nous ont dit les Français ce week-end dans nos enquêtes qualitatives corrobore ce que vient de dire Nicolas Corato, c'est que la vision de la réforme des retraites est quand même très très négative. Sur le mode, premièrement, on va y perdre, elle n'est pas juste, et deux, surtout, on n'y comprend plus rien. Non. Et c'est très gênant dans la mesure où un des atouts de la politique menée par le gouvernement est qu'il y a une vision ou un cap relativement clair, la transformation du pays. Mais alors, je ne sais plus qui proposait cette semaine de faire un stop, de dire on va tout revoir, mais ça, c'est pas envisageable. Je ne le pense pas. Non. Mais le 49.3 va avoir sur l'opinion des effets non, certainement... ils sont faits parce que je pense qu'on s'y attend et il ne faut pas oublier quelque chose qui est assez triste, mais c'est comme ça. La scène parlementaire est quand même peu visible par les Français. Absolument. Nathalie ? Moi, je suis d'accord avec vous, Nicolas, sur le calendrier. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il avait le choix du calendrier, c'est vrai. Parlez bien dans le micro. Je suis d'accord aussi avec le fait que les Français sont perdus et qu'effectivement, on est un peu... on est un peu perdu face à cette loi et on est perdu en fait face aux bénéfices que chacun pourra en retirer. Donc c'est vrai que ça manque de précision. Donc tout refaire, je pense pas. Après, effectivement, je suis d'accord aussi avec Frédéric. Le 49.3, il est attendu. Donc j'ai pas l'impression qu'il suscite autant de controverses qu'en 2015. On verra. Est-ce que ça remettra les Français dans la rue ? C'est possible, c'est fort possible. C'est la vraie question. Merci à tous les 4. On se retrouve demain et dans un instant, c'est André Berkoff qui sera là. À demain.